à organiser cet événement. Alors, très très rapidement, donc, le thème de la table ronde, c'est pollution de l'air aux particules fines en Martinique. Doit-on s'inquiéter? Peut-on agir? Ce sont les deux axes que l'on va explorer, notamment avec les intervenants qui sont Carole Boulanger, responsable études et adjointe à la direction de Madininer. Donc, dans quelques instants, elle nous détaillera en synthétisant l'étude sur les particules fines en Martinique. Et ensuite, les intervenants pour répondre à vos questions, Dr Emmanuel Florent, allergologue, Dr Josiane Jospelage, présidente de l'AMSES, Jartal Cianci, aussi qui sera avec nous, responsable cellule santé-environnement, ingénieur en santé environnementale à l'ARS, Annabelle Vigilant, qui est ingénieure, approche territoriale intégrée, climat, air, énergie à l'ADEME. Bon, je vous rappellerai bien sûr qui sont nos intervenants. Et tout de suite, un petit mot, je vais vous demander d'applaudir le directeur de Madininer, Stéphane Gandard. Vous pouvez me rejoindre. Voilà, souriez, nous sommes filmés aussi. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir fait la démarche de venir un peu nous entendre. C'est vrai que ça fait maintenant 23 ans que Madininer existe et ça fait 23 ans que j'y suis et que j'entends tellement de choses sur les particules, tellement d'idées reçues, tellement de faits, tellement de choses que nous avions eu à cœur au bout de 20 ans de mesures, on va dire, très concrètes, de pouvoir faire le point sur tout ce qu'on peut savoir sur les particules en Martinique. On entend parler des particules désertiques, on entend parler aussi de l'activité humaine. Eh bien, on va pouvoir faire le point un petit peu sur ça. Et du coup, je remercie déjà les intervenants, bien évidemment, qui vont pouvoir intervenir à cette table ronde pour faire ce point précis. Évidemment, hein, ce point sera un petit peu synthétique hein, par rapport à un gros rapport qu'on a pu émettre sur les réseaux. Et évidemment, il est tout à fait libre d'accès et public. Et vous pourrez le consulter pour voir un petit peu tous les détails de cette étude large. Et donc, je pense que ça répondra à pas mal de questions que vous vous posez tous et que la population finalement se pose de manière générale. Donc, merci encore d'être là. Et puis, un petit merci particulier à mes homologues de Guadeloupe, Guader, qui est venu également nous voir et qui sera à l'écoute de tous ces travaux sur les particules. Voilà. Donc, puisque nous avons la même problématique. Sans transition, je vous laisse reprendre le lead sur, sur cet événement. Et puis, merci encore à tous. On sera évidemment disponible encore après pour répondre à des questions plus précises. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci Stéphane Gandard, effectivement, c'est ce qu'on disait, hein, pouvoir battre le fer tant qu'il est chaud, répondre à toutes vos questions. Et donc, sans plus attendre, je vais demander à Carole Boulanger de bien vouloir me rejoindre sur l'estrade pour cette explication de la synthèse de pollution de l'air aux particules fines. Ah, état des lieux des connaissances scientifiques actuelles sur les particules en suspension en Martinique. Vous restez en bas ou Ben non, allez, je vous en prie, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Donc, comme présenté, hein, je vais vous présenter une présentation très synthétique du rapport qui a été fait sur l'état des lieux des connaissances scientifiques sur les particules fines en Martinique. Je m'excuse déjà parce que ça va être assez scientifique, donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible. Donc déjà, qu'est-ce qu'une particule fine? La première question qu'on se pose, c'est qu'appelle-t-on une particule? Donc une particule, c'est solide et ou liquide, et c'est porté par l'eau ou par l'air. La particule peut être d'origine naturelle ou anthropique, c'est-à-dire issue de l'activité humaine. Donc là, je vous ai montré un schéma pour vous représenter un peu les particules qu'on peut mesurer. Donc là, c'est le schéma d'un cheveu et vous voyez qu'une particule PM10, dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, ce sont celles qui vont rentrer dans le système respiratoire et vous voyez à peu près quelle proportion ça a par rapport à un cheveu. On va également parler des particules PM2,5 en rose, donc qui font partie des PM10. Et puis, à titre d'exemple, les particules ultrafines sont encore plus petites et elles sont vraiment incluses dans les PM2,5.
Donc, à voir quand même que la particule, c'est quelque chose de très complexe. Alors, je ne vais pas vous détailler, mais c'est juste un exemple que je vous montre hein, d'une particule. C'est quelque chose de très complexe, avec différents états qui s'agglomèrent, hein, solides, gazeux, etc. Et avec le passage, parfois, ça devient solide, ça devient gazeux, ça redevient solide, etc. Et avec plein de composés qui viennent se fixer les uns aux autres. Donc, la particule en elle-même est quelque chose de très complexe. Et vous avez des particules primaires directement émises d'une source, et puis secondaires, c'est-à-dire qui sont formées dans l'air. Donc plus elles voyagent, et plus elles peuvent se transformer et se former dans l'air. Donc, comment sont surveillées les particules en Martinique? Donc, on va surveiller les particules qui vont représenter un danger pour la santé, c'est-à-dire les PM10, les particules qui rentrent dans le système respiratoire, les PM2,5 qui rentrent dans le système respiratoire profond. Et pour ça, on a des stations de mesure qui mesurent depuis plus de 20 ans la quantité de ces particules dans l'air, et donc la quantité susceptible d'être respirée. On a donc 8 stations de mesure qui mesurent les PM10, 4 les PM2,5, et on a également une multitude de dispositifs de mesure qui permettent de prélever ces particules et d'analyser chimiquement la particule. Une fois qu'on a prélevé la poussière, la particule, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est quand même quelques chiffres clés, hein, parce qu'on parle bien d'une problématique de particules fines en Martinique. Pourquoi parle-t-on d'une problématique? Et donc, il y a quelques chiffres clés. Donc, depuis le début des mesures en 2001 jusqu'à 2021, on a répertorié plus de 1000 jours de dépassement des normes aux particules fines en Martinique, avec une année record en 2015 où en une année, on a eu 91 jours de dépassement, sachant que la réglementation en autorise 35. Et essentiellement en zone trafic. En moyenne, 55 jours par an sont concernés par des dépassements aux particules fines et une concentration maximale qui a été atteinte par un épisode majeur en 2020, dont la quantité de poussière dans l'air a été 5 fois plus importante que la norme et qui a duré 12 jours consécutifs. Donc non seulement c'était des quantités très importantes, mais en plus sur un laps de temps très long. Alors, quelles sont les sources de particules qu'on peut retrouver en Martinique? On a des particules émises localement. Donc, les différentes sources, ce sont des particules anthropiques, c'est-à-dire issues de l'activité humaine. Donc, on va retrouver principalement issues de l'industrie et du trafic routier, comme le montre le camembert à droite. Et puis, également de l'agriculture, du résidentiel tertiaire, etc. Mais on a également des particules naturelles qui sont les embruns marins, puisque les embruns marins sont des particules. Les particules minérales émises par le sol, le sable, l'érosion du sol, la remise en suspension, et puis également des particules biologiques qui vont être comme les pollens, les spores, qu'on va retrouver également dans l'air. Mais on va retrouver une autre source de particules en Martinique, qui sont les particules transfrontalières. Donc, ce sont les particules qui nous viennent d'Afrique et donc qui traversent l'Atlantique. Ces particules, on va avoir des particules désertiques qui sont issues de ce qu'on appelle la brume de sable, qui proviennent du Sahara. Et puis, on va avoir d'autres types de particules qui peuvent traverser, comme des cendres volcaniques, et puis des particules anthropiques, des feux de biomasse, des particules industrielles, etc. Donc là, je vous présente comment traverse-t-on, ces particules traversent-elles l'Atlantique? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elles arrivent chez nous? Donc déjà, c'est un phénomène climatique, naturel, global de la planète. Ces particules proviennent du Sahara et sont retrouvées dans différentes zones du Sahara. Donc il y a des zones, alors là on ne voit pas bien parce que c'est l'Afrique du Nord qui est dessinée. Et en fait, dans certaines zones du Sahara, on a des particules qui proviennent en fait jusqu'ici. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'elles arrivent jusqu'ici? C'est qu'il y a des tempêtes qui se passent au niveau du Sahara, des tempêtes de sable, qui vont soulever ces particules et qui vont les amener très haut dans l'atmosphère. Et avec les alizés, elles seront portées et traverseront l'Atlantique pour arriver jusqu'aux Antilles. Et pourquoi
on peut retrouver ça à certaines périodes, c'est par rapport aux alizés qui ne sont pas toujours au même endroit. En fait, à la zone intertropicale de convergence, je suis sûre que vous avez tous déjà entendu ce mot, en fait, c'est là où convergent l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. En fait, c'est dans cette zone que va être créée les alizés. Et cette zone, en fonction de la période de l'année, elle va changer. Soit elle va être plus sud, vers l'équateur, soit elle va remonter un peu plus. Donc c'est ce qu'on voit ici. En bleu, elle est plus sud, donc vers au mois de janvier. Et puis par contre, dès qu'on arrive au mois de juin, elle va être un peu plus au nord. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve ces épisodes transfrontaliers sur une période qui est plus proche de juin. Donc là, je vais un peu parler des résultats, des mesures. Je vais vous présenter des graphiques successifs et je vais essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Donc, la première question qu'on se pose, c'est comment évoluent ces particules, enfin les mesures de particules fines depuis 20 ans de mesures en Martinique. Donc, on a regardé les différentes stations de mesure. Donc là, vous avez en bas les différentes années, de 2001 à 2019. Avec les quantités de particules fines dans l'air. Et je vais attirer votre attention sur le graphique en orange qui montre qu'en fait, il est relativement fluctuant d'une année sur l'autre, comme vous pouvez le voir, et il ne montre pas une tendance particulière d'augmentation des épisodes de particules fines. On remarque toutefois qu'une concentration moyenne est beaucoup plus élevée en milieu trafic, et c'est ce qu'on voit sur la courbe rouge. Donc, quelle est l'occurrence de ces épisodes? Est-ce qu'il y a une période dans l'année où on va retrouver plus d'épisodes de pollution? Et oui, il y a une période dans l'année où on va retrouver plus d'épisodes de pollution. Alors, on remarque déjà sur ce graphique, donc on est sur un graphique qui reprend les épisodes sur une année, donc de janvier, février, mars, etc. Vous ne lisez pas très bien, donc je décris jusqu'à décembre. Et on regarde à quelle période on a le plus d'épisodes de pollution. Et on voit que les épisodes majeurs sont entre mai, juin et juillet. L'autre chose qu'on attire quand même comme attention, c'est que quand on prend l'ensemble des stations, c'est-à-dire incluant les stations trafic, on a beaucoup plus de dépassements que quand on est sur des stations de fond. Et également que ces épisodes sont bien toute l'année. On voit quand même des épisodes qui sont présents toute l'année. Combien de temps à peu près durent des épisodes de pollution aux particules fines en Martinique? Alors la majorité des épisodes ne durent à peu près qu'une journée. La majorité des épisodes qu'on peut avoir durent qu'une journée, puisque ça représente 48% des épisodes de pollution en Martinique ne durent qu'une journée. On voit qu'un épisode sur 4 est qualifié de persistant. C'est-à-dire, comment qualifie-t-on un épisode de pollution persistant? C'est quand ça fait 3 jours ou plus de 3 jours qu'on est en dépassement des normes. Donc, il y a un épisode sur 4 quand même qui est qualifié de persistant, sur lequel on est exposé depuis plus de 3 jours à des quantités importantes de particules. Et on regarde aussi que les épisodes de 5 jours consécutifs ou plus représentent 8% des épisodes totaux depuis 20 ans. Donc il y en a eu quand même, 8%, c'est quand même un chiffre important, surtout que ça représente vraiment des épisodes très longs. Quelle est l'intensité des épisodes de pollution? Donc l'intensité, c'est que l'intensité des épisodes de pollution. Donc, il y a 8 journées de pollution sur 10 qui sont en dessous du seuil d'alerte de 80 microgrammes par mètre cube. Donc, déjà, quand on déclenche un seuil d'alerte, ça veut dire qu'on est au-dessus de 80 microgrammes par mètre cube. Donc, on est vraiment dans une situation où on est fortement exposé aux particules fines. Donc, 2 jours sur 10, en tout cas, sont au-dessus de ce seuil. Et en moyenne, 1 jour par an représente un air extrêmement mauvais. C'est-à-dire qu'en moyenne, depuis le début des mesures, on a eu 1 jour par an supérieur à 150 microgrammes par mètre cube. Donc 2 fois le seuil d'alerte d'exposition aux particules fines. Et à noter que l'année 2020 était une année particulièrement touchée, avec 7 jours dont les concentrations ont dépassé les 100 microgrammes par mètre cube.
Donc ce graphique représente les épisodes. Souvent on se pose la question, est-ce que les épisodes sont-ils de plus en plus longs, sont-ils de plus en plus intenses en termes de concentration? Donc ce graphique représente les différents dépassements des seuils sur les différentes stations de 2001 à 2020. Donc vous avez différents seuils. Donc plus on est vers la couleur violet et rouge, et plus on est sur des quantités de particules dans l'air qui sont très élevées. Mais déjà, si on est en vert ou en bleu, on est déjà sur un seuil important. On est déjà sur un premier seuil d'alerte à la pollution aux particules fines. Donc on remarque quand même, la première chose, c'est que d'une année sur l'autre, on a quand même une grande variation des épisodes sur une année. Qu'il n'y a pas vraiment de tendance significative qui se démarque. Mais par contre, on peut quand même remarquer que les épisodes extrêmement mauvais ont été surtout mesurés ces dernières années, puisqu'on remarque que les extrêmement mauvais apparaissent essentiellement en 2017, 2018 et 2020. Avec cette année record, toujours en 2020, en termes de quantité de particules dans l'air, avec de nombreux épisodes extrêmes. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur la composition chimique des particules. Et donc, je vais prendre le temps de vous décrire ce graphique parce que c'est de ce graphique qu'on va partir pour plusieurs diapos. Donc ce graphique, en fait, représente la signature chimique. Madininer, nous, on travaille bien la chimie de la particule. Donc ce graphique représente les analyses chimiques qu'on a fait sur les particules fines. Donc vous avez en fait les différents composés chimiques qui ont été retrouvés dans les particules en fonction des quantités dans l'air, des concentrations. Et chaque composé va avoir une signature d'un type de particule. C'est-à-dire qu'une particule désertique, elle va être formée d'aluminium, de calcium, de fer, de potassium, etc. C'est-à-dire qu'elle va avoir une signature chimique. Donc là, l'idée du graphique, c'est de vous présenter en effet une composition chimique des particules hors influence anthropique. Donc on est sur une particule qui est plutôt transfrontalière, c'est-à-dire hors influence anthropique locale. Donc on mesure sur une station de fond éloignée des sources anthropiques locales. Attends, je n'ai pas fini. Donc on va comparer... Quels sont les deux graphes? Donc, le premier, c'est le bleu qui représente la moyenne des concentrations de dépassement. Donc, dès qu'il y a un dépassement, on a moyenné les concentrations qui ont dépassé. Et puis, les moyennes des concentrations sans dépassement. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre, en fait, à ce que quand il y a un dépassement sur une station qui n'a pas d'influence anthropique locale, on est sur une influence majoritairement des particules transfrontalières. Donc, on voit déjà sur ce graphique qu'on va avoir une influence des particules transfrontalières en bleu et en rouge, que ça va être plutôt des particules locales. Donc, on va regarder un peu ce qu'on retrouve comme type de particules. Donc, on va faire le zoom déjà sur la première signature chimique des sels marins. Donc, on regarde que les sels marins ou embruns marins ont une concentration relativement identique, qu'on ait ou pas une influence de particules transfrontalières. Donc, on ait ou pas une influence des particules transfrontalières, on a des embruns marins. Ben oui, c'est les embruns marins en fait qu'on va retrouver parce qu'on est une île et qu'il y a des embruns marins qui sont liés à l'activité de la mer, en fait, tout simplement à la remise en suspension de la mer. Donc la concentration moyenne annuelle à peu près est de 8 à 10 micromètres par mètre cube de particules qui constituent les embruns marins, les sels marins. Maintenant, on va zoomer la particule désertique. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur la particule désertique? C'est que quand il y a des dépassements des normes, on a une augmentation des particules désertiques. Donc là, vous voyez, le graphique en bleu est bien plus important que celui en rouge. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un apport transfrontalier, on va retrouver de la particule désertique.
Et de la particule désertique, c'est de la particule minérale. C'est ce qui forme le sable. Et sa composition chimique, ça va être des métaux naturellement présents dans les sols. Et on a bien une concentration significative qui augmente dès qu'il y a un apport transfrontalier. On va faire un zoom maintenant sur les particules secondaires. Les particules secondaires, pour rappel, ce sont celles qui sont formées dans l'air et pas émises directement par une source. Donc ce sont celles qui ont eu le temps de se transformer, récupérer plein de composés sur elles, etc. Et ces particules secondaires, on remarque aussi qu'elles vont légèrement augmenter quand il y a des dépassements. Et ça, c'est lié au fait que la particule de brume de sable est un bon support en fait pour venir faire plein de réactions chimiques dessus. Et donc, par contre, on remarque quand même que ces particules secondaires ne sont pas les particules majoritaires qu'on va retrouver dans l'air. Ensuite, sur les composés carbonés. Alors, cette question, elle est importante parce que les composés carbonés, ce sont les composés qui vont être issus de l'activité anthropique, de la combustion, mais aussi du feu de biomasse. Et on se demande, est-ce que justement, quand il y a des feux de biomasse et des combustions au niveau de l'Afrique, est-ce qu'on va avoir une forte influence sur les concentrations en particules? Et là, on remarque que les deux composés carbonés, ECOC, il n'y a pas vraiment d'influence. Vous voyez, quand il y a des dépassements, c'est pas significativement plus élevé que quand il n'y en a pas. Donc, a priori, quand il y a vraiment des épisodes de brume de sable, la part de particules carbonées qui peuvent être issues de l'anthropique ou des feux de biomasse n'augmente pas significativement. Là, l'idée, donc je suis repartie sur les mêmes graphiques. Donc à gauche, vous voyez toujours ce même graphique que je vous ai présenté juste avant, sauf que là, je l'ai confronté à ce qu'on a mesuré sur une station trafic locale. Donc jusque-là, je vous parlais d'une station qui était hors influence locale. On était vraiment sur qu'est-ce qu'on retrouve dans la particule qui traverse l'Atlantique. Mais là, maintenant, regardons, comparons à qu'est-ce qu'on retrouve sur une particule localement, sur une particule trafic, où on est proche d'une station à influence trafic, un trafic fort. Donc c'est la station de Renéville qui est au niveau du quartier d'Illon. Et je vais regarder les mêmes composés. Je vais vous faire la liste des mêmes composés. Donc les sels marins. Y a-t-il plus de sels marins sur l'un ou sur l'autre? Les concentrations sont légèrement plus élevées sur l'Atlantique, forcément, mais légèrement, on en retrouve toujours sur la station de Renéville. Forcément, des embruns marins, on les retrouve un peu partout en Martinique. Par contre, la concentration est plus élevée lors des dépassements. Sur la station trafic. Donc on peut s'attendre à ce que, comme les alizés soufflent et ont apporté des particules, elles ont récupéré sur le chemin des embruns marins qui vont venir encore plus sur la côte Caraïbe. On va faire un zoom sur les particules désertiques. Donc sur les particules désertiques, on a une augmentation des... Donc comme vous pouvez le voir, forcément, on va avoir une augmentation aussi de ces particules minérales quand il y a un épisode de pollution important. Par contre, ce qu'on remarque quand même sur la station de trafic, qui est quand même, c'est assez important, c'est qu'on remarque que la quantité de fer, donc le graphe en rouge, vous voyez, est bien plus élevée qu'ici en fait. La quantité de fer sur la station de trafic est beaucoup plus élevée. Donc elle n'est pas issue de l'apport transfrontalier de particules minérales. Elle est issue aussi d'une source locale de fer. Et ce fer, il provient de l'activité automobile, du freinage des véhicules et de l'émission de ces véhicules. Donc on a bien une influence locale des métaux. Ensuite, on regarde aussi sur les particules secondaires. Les particules secondaires, est-ce qu'il y a aussi formation de ces particules secondaires en milieu trafic? On remarque que pas tant que ça, en fait, ces particules secondaires, on les retrouve surtout véhiculées par l'apport transfrontalier, Parce qu'en fait, finalement, les quantités sont relativement équivalentes sur la particule secondaire trafic et la particule secondaire sur cette station de fond. Par
contre, on remarque quand même que la part des métaux, des autres composés et des métaux est légèrement plus élevée sur cette station trafic. Forcément, il y a une source également trafic sur cette zone et donc de métaux lourds. Et un zoom sur les composés carbonés. D'accord. Zoom sur les composés carbonés. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on a dit tout à l'heure que les composés carbonés, c'était pas vraiment véhiculé par ces épisodes transfrontaliers, hein, mais par contre, regardez la source locale des composés carbonés. Donc là, on voit clairement sur ces composés carbonés l'influence de l'activité anthropique locale. Parce qu'on voit vraiment une augmentation du carbone suie et du carbone organique. Eh ben, ça vient surtout du trafic automobile hein, qu'on peut retrouver dans la zone. Et c'est un composé qui est vraiment très important à suivre, puisque justement, ce carbone élémentaire, ce carbone suie, a un impact sanitaire avéré. Alors, quelle est l'origine majoritaire sur le site trafic hein donc, je vais aller assez vite sur celui-là parce que déjà, j'ai plus beaucoup de temps et voilà. C'est donc les différentes. Donc là, vous voyez, hein, de janvier à décembre sur la station trafic, on a un peu retrouvé quel type de particules on retrouvait pendant une année, quoi, une année type. Alors, vous voyez que des particules minérales hein, qui sont en orange, on les retrouve tout le temps, hein, toute l'année, tout simplement parce que il y a un apport minéral, hein, que ce soit lors des épisodes de brume de sable, mais aussi lors d'épisodes hors épisode de brume de sable. Mais il y a des particules minérales qui sont remises en suspension dans l'air, et notamment sur la zone trafic, par le trafic des véhicules. Et puis, vous avez également les contributions des particules de carbone suie, hein, comme je le disais. Donc là, vous voyez bien que c'est du trafic. Donc, c'est le camembert en noir. Et vous voyez que c'est surtout la part, elle est importante de septembre à mars. Donc, on voit bien l'influence du trafic automobile sur ce carbone suie, parce que finalement, on le retrouve essentiellement quand le trafic est le plus dense de septembre à mars. Et sur les mois de juillet et août, la part est beaucoup moindre. Alors, regardons quand même réglementairement ce que ça donne. Parce que là, j'ai parlé de qu'est-ce qu'on retrouve, mais en quelle quantité? Est-ce que ça représente quand même un danger par rapport aux normes environnementales? Donc, par rapport aux normes environnementales, à la comparaison des différents composés qui sont réglementés dans l'environnement, donc vous avez les particules fines hein, qui ne respectent pas les normes hein, environnementales. Et puis, vous avez dans la composition de ces particules fines les métaux, arsenic, cadmium, nickel et plomb. Et on voit que ces métaux respectent les normes environnementales, sauf pour le nickel, sur une station qui a influence industrielle. Sur les stations trafic ou de fond, on respecte les normes. Et puis également, un des composés qui est surveillé, qui est réglementaire, c'est le benzoapyrène, hein, qui est cancérigène et qui lui aussi respecte les normes. Donc, quelles sont les perspectives de surveillance pour les particules fines en Martinique? Donc, déjà, Madininer poursuit hein, ces mesures réglementaires. Hein. Donc, ce que je vous ai présenté au début, hein, on poursuit la surveillance des particules PM10, des particules PM2,5. Mais depuis quelque temps également, on fait la surveillance des pesticides. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ces pesticides, ils sont fixés sur les particules. Donc en fait, on va prélever les particules et on va faire l'analyse des pesticides dans l'air. Et donc, on continue la surveillance des pesticides. On a également démarré en 2021 la surveillance des pollens et moisissures dans l'air. Et donc, cette surveillance continue également. Et nous avons, face à la préoccupation nationale de ces composés émergents et dangereux pour la santé, il y a vraiment un souhait de pouvoir développer la surveillance également de ce carbone suie dont je vous parle et des particules ultra fines. Et c'est ce que Madininer également a démarré en 2021 avec la surveillance du carbone suie, hein, du black carbone et des particules ultra fines. Voilà. Je vous pique le vôtre. Merci beaucoup, Carole Boulanger. Vous restez avec nous alors sur l'estrade. On va
poursuivre sans plus tarder avec la partie questions-réponses. Je vais demander à tous nos intervenants de bien vouloir me rejoindre sur l'estrade. Je vais vous les présenter à ce moment-là. Ce sera plus simple de mettre un nom sur un visage. Donc Annabelle Vigilant, je vous en prie, rejoignez-moi. Voilà, donc Annabelle Vigilant qui est ingénieure approche territoriale intégrée, climat, air, énergie à l'ADEME. C'est l'agence de la transition écologique. Donc là, vraiment, ensemble, on pourra étudier tous ces actes, toutes ces actions qui sont mises en œuvre pour lutter contre l'émission au niveau local d'un maximum de particules fines. Donc je vais demander également à Gérard Talmancy de bien vouloir me rejoindre. Voilà, donc Monsieur Talmancy qui est le responsable cellule santé et environnement, ingénieur en santé environnementale à l'ARS. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir vraiment étudier toutes les questions qui sont liées aux mesures, mais surtout à la mise en place des procédures d'alerte à la population et les conseils également qui sont donnés à la population lorsque l'on est face à ces épisodes de pollution en particules fines. Alors également Dr Emmanuel Florent qui est allergologue. Merci beaucoup. Et Madame Josiane Jospelage qui est la présidente de l'AMSES, l'association médicale pour la sauvegarde de l'environnement et de la santé. Et donc Carole Boulanger que vous avez pu voir depuis le début de cette présentation. Je vous le rappelle, au cas où, si vous avez des questions à lui poser, elle est responsable études et adjointe à la direction de Madine INER. Alors, dans un premier temps, est-ce que certains d'entre vous ont des réactions peut-être vives par rapport à certains points qui ont été soulevés par la présentation de Carole Boulanger ? J'aurais bien aimé tout de même avoir un petit retour de nos intervenants. Est-ce qu'il y a certaines choses qui vous ont frappé ? Alors, je ne sais pas si vous avez un micro qui fonctionne bien. Celui-ci, je crois qu'il ne fonctionne pas. Celui-ci, mieux. Écoutez, il y a l'importance de l'activité anthropique et surtout du carbone suie, dans la mesure où on a retrouvé dans des placentas de nouveau-nés des particules de carbone suie. Donc on sait que ce carbone suie pénètre le placenta et qu'on le retrouve aussi dans les poumons. Oui, donc là, on a effectivement la preuve effectivement, que... ce n'est pas innocent, cette activité anthropique par rapport à la santé des générations à venir. D'accord. Messieurs, Madame Vigilant, peut-être quelque chose qui vous a frappé vraiment par rapport aux résultats de cette étude ? Non, ce qui me frappe, c'est ce que vient de dire Madame Josiane. Donc, non, j'apprends ça par rapport à la présence de carbone suie dans le placenta. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, en tout cas, par rapport à la mobilité, puisqu'on sait que c'est lié au transport. Et donc, ça va forcément avoir un impact si on améliore, en tout cas, nos modes de déplacement. Voilà. Bon, c'est au moins un des axes sur lesquels on peut agir. Messieurs, oui. Oui, précisément. Je crois qu'on évoque les problèmes sanitaires qui peuvent être liés à l'impact des particules fines. Mais ce qui est intéressant dans ce qui a été présenté, on a bien vu qu'il y avait une pollution qui venait de l'extérieur, naturelle, entre guillemets, sur laquelle c'est difficile d'agir, bien que, peut-être en trouvant la provenance exacte, on peut regarder comment collaborer avec ces pays pour éviter qu'ils n'aggravent la situation. Mais on a vu également qu'il y avait une partie de la pollution qui était d'origine anthropique, qui était liée à nos activités et sur laquelle on peut agir. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, au-delà du constat sanitaire qui est un petit peu statique, c'est de vraiment voir comment on peut agir pour qu'au moins la part qui nous revient, on puisse la limiter. Et donc, on pourra peut-être discuter de ces aspects-là. Quel est l'apport de l'activité des bateaux de croisière sur ces mesures en termes d'activité anthropique, vu le positionnement des capteurs et des stations ?
Alors, on a fait des mesures sur les bateaux de croisière avec la CACEM notamment, où on a évalué la qualité de l'air dans le bourg de Fort-de-France et notamment sur la Savane. Alors, on a bien montré qu'il y avait un impact sur la qualité de l'air quand il y avait la présence des bateaux de croisière, puisqu'on a bien vu que dès qu'ils sont présents, on a une augmentation des concentrations en polluants réglementaires et notamment en particules. Mais que, en tout cas, sur la période de mesure qu'on avait réalisée, on respectait les normes environnementales, avec une majorité quand même des rejets qui partaient vers la mer. Donc après, c'est une étude ponctuelle qui a été faite. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de pouvoir évaluer avec différents types de bateaux et à différents endroits d'amarrage, quoi. Parce qu'on a mis en cause les bateaux à base de mazout qui génèrent beaucoup de pollution et qui vont être à l'origine aussi de l'élévation de ces mesures, notamment le carbone suie, par rapport aux populations qui sont exposées et les bâtiments qui sont tout autour. Ah ben, en plus, on n'avait pas, lors de cette étude, évalué la part du carbone suie. On s'était concentré sur les particules PM10 et PM2,5. Alors vraiment, si certains d'entre vous ont envie de prendre la parole, n'hésitez pas, juste vous lever la main. Oui, alors les deux axes que l'on va suivre, c'est déjà est-ce que l'on doit s'inquiéter et dans un deuxième temps, ça va être voilà, comment est-ce que l'on peut agir concrètement. On se prête les micros. Oui. Alors n'hésitez pas quand vous prenez la parole à vous présenter et si vous faites partie d'une quelconque institution ou association, n'hésitez pas à préciser également pour que les réponses puissent être vraiment en concordance avec votre besoin. Alors bonsoir. Ils sont allumés? Il est allumé? Non, ça fonctionne jusqu'à ce qu'on le donne. Normalement, faut vraiment parler. Bonsoir à tous. Alors moi, c'est Laura René. En fait, je suis enseignante en biotechnologie, santé, environnement, en lycée professionnel. Alors, j'ai une question à Madame Boulanger. En 2020, comment est-ce que vous expliquez en fait les chiffres au niveau de la quantité des particules fines? Enfin, quand on sait qu'en 2020, on a eu l'épisode de confinement, enfin, moi, je suis un petit peu embêtée par rapport à ces chiffres en 2020. Alors, non, on m'entend? Ah oui. Alors, en effet, l'année 2020 a été une année particulière parce qu'en effet, elle a enregistré les quantités en particules fines les plus basses lors du confinement et puis les plus hautes après le confinement. Et en fait, l'explication, en effet, est dite que il y a eu un phénomène climatique particulier sur l'Afrique du Nord au mois de juin qui a généré une énorme tempête de sable et qui a traversé l'Atlantique. Et c'est un épisode qui a été qualifié de Godzilla, même parmi nos homologues américains, puisque ça a été un épisode vraiment particulier en termes non seulement de quantité de particules, mais aussi d'intensité sur la durée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Liliane Bienville, je suis chef du service environnement déchets à la région Guadeloupe. Alors, j'ai vu que l'intitulé de la table ronde de ce soir, c'est doit-on s'en inquiéter? Est-ce que le fait que les procédés technologiques permettent de détecter de plus en plus de particules, de plus en plus de matière, n'amènera pas forcément à une amplification des concentrations mesurées, des observations que nous aurons et qui peut-être aura comme effet indirectement d'amener à un peu plus d'inquiétude chaque fois. Est-ce que le facteur technologique n'a pas cet effet-là?
Alors, le facteur technologique, il précise la mesure. Il n'augmente pas le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, il a une mesure plus fiable, de plus en plus fiable de la réalité. Donc, en effet, c'est vrai que du coup, on arrive vers de plus en plus une prise de conscience. Mais c'est aussi ça qui permet aussi de mettre en place des actions pour améliorer les choses. Oui, monsieur Gandard, je vous en prie. Je me permets. Oui, non, je complétais cette réponse-là, qui est effectivement la bonne, hein, bien sûr, mais pour dire que ça fait quand même un peu plus de 30 ans qu'on mesure, de manière générale, hein, qu'on mesure les particules inférieures à 10 microns de la même façon un peu technologique, c'est-à-dire que c'est un système soit optique, soit de microbalance, mais qui sont de toute façon des technologies qui sont considérées comme équivalentes à des méthodes de référence, et qu'en fait, on améliore la fiabilité des appareils, mais on ne change pas vraiment la technologie de mesure, on mesure toujours la même chose. Là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on mesure plus finement, c'est-à-dire qu'on va chercher le carbone suie, on va chercher effectivement la particule ultra fine, mais quand on parle vraiment de ces résultats sur les particules inférieures à 10 microns, c'est vraiment toujours la même méthode qui est utilisée depuis de très très nombreuses années. Oui, merci, docteur Montezum. Alors, peut-on agir à l'époque où je voyageais au Brésil, ça fait quand même assez longtemps, la moitié du parc automobile était à l'éthanol. Est-ce moins polluant? En République dominicaine, il y a plutôt du gaz. Mais est-ce moins polluant? Parce que je pense que ça l'est. Et puis, à Madame Vigilant, de Saba jusqu'à Grenade, toutes les îles sont volcaniques. Toutes les îles sont volcaniques. Il y a des points chauds partout. À côté de nous, à la Dominique, il y a 5 volcans. Donc nous avons l'énergie géothermique. Nous avons aussi, puisque nous sommes des îles, nous avons aussi l'eau. L'énergie et l'eau ont fait de l'hydrogène. Donc nous sommes très très bien placés par rapport à l'ensemble de la Caraïbe et de l'Amérique d'avoir une énergie éternelle non polluante avec des stocks aussi importants que ce qu'il y a au Venezuela et en Arabie Saoudite. Alors, est-ce qu'au niveau de l'ADEME, vous avez un projet? Est-ce que je sais que vous aviez commencé un peu à la Dominique, mais à quel point on en est? Parce que nous avons tous compris qu'il faut changer le carburant des 350 000 voitures qui polluent la Martinique. Donc, est-ce qu'on changerait les moyens de transport? Est-ce qu'on roulerait tous à l'hydrogène? Eh bien, c'est vrai qu'on déflore un peu le sujet qui va venir après. Ça fonctionne bien. Au niveau, effectivement, de la flotte de véhicules en Martinique, il y a des solutions. Et je vous rassure, le véhicule du futur, ce ne sera pas le véhicule électrique. Ce sera un bouquet de solutions en fonction des catégories de véhicules. Peut-être que pour les véhicules légers, on sera plutôt sur des véhicules peut-être électriques 100% batterie. Pour les véhicules lourds, par contre, on va plutôt penser à des solutions de biogaz, par exemple, ou d'hydrogène. Et en fonction en fait, des usages, il y aura un type de motorisation le plus adapté. Voilà. Et effectivement, pour la géothermie, il y a actuellement des études aux Anses d'Arlet qui vont être faites et au niveau du Lamentin sur le potentiel de géothermie en Martinique. Il y avait effectivement un projet à l'époque de récupérer de l'énergie de la Dominique, mais ça n'a pas pu se faire. Le projet n'a pas pu se réaliser. Eh bien, je ne peux pas vous répondre exactement parce que je ne suis pas dans le domaine des énergies renouvelables à l'ADEME. J'ai un collègue qui travaille plus spécifiquement sur ce domaine-là et qui travaille notamment sur les nouveaux projets de géothermie qui seront faits en local. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question parmi l'Assemblée? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Marie-Jeanne Toulon, membre de la SOPAMA, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais. Alors, je voulais savoir, vous avez parlé parmi les métaux lourds, vous avez parlé du nickel qui dépassait les normes. Alors, je voulais savoir, d'une part, est-ce que vous avez pu déterminer
la source qui émet ce nickel, ou les sources, et puis quel impact sur la santé du nickel également, et puis est-ce que ce sont des phénomènes, ça a été des phénomènes temporaires, ou alors vous avez pu qui se sont reproduits ou qui se reproduisent régulièrement. Alors peut-être Carole Boulanger sur les résultats par rapport je vais répondre au à la première qui était dans les normes. Ouais, en effet, ça marche pas. Ça marche plus parce que tout à l'heure il fonctionnait. Ah, ça marche quand même. D'accord. Alors c'est pas grave, j'ai la voix qui porte. Je vais répondre à la question sur. Alors les mesures en nickel sont réalisées dans la zone à risque et c'est des mesures qui sont faites à proximité d'une influence industrielle. Donc la source est industrielle. Alors on remarque quand même que depuis quelques années qu'on mesure, on a des quantités qui diminuent. Après, le nickel respecte les normes, mais elles ont un risque élevé de les dépasser. C'est-à-dire qu'il faut pérenniser cette surveillance pour s'assurer que les normes ne sont pas dépassées. Voilà. On a d'autres questions. La deuxième partie peut-être, non? Ah oui, donc par rapport au risque sur la santé. Mais je pense qu'on va y revenir vraiment de manière plus précise avec Madame Jose Pelage dans un instant. On approfondira davantage le sujet des risques, bien sûr, pour la santé. Je voudrais qu'on fasse d'abord rapidement un petit tour de la salle, au moins pour dégrossir vraiment les axes qui vous focalisent le plus. Oui, monsieur. Bonsoir à tous, Solène Manus à la Boras. Alors, j'ai deux questions. Je suis dans le domaine de l'aéronautique. Alors, peut-on réellement endiguer le dit problème de pollution de fines particules sans, bien sûr, une volonté politique, et deuxièmement, sans transfert de problème? Alors peut-être Madame Vigilant, je ne pense pas qu'on ait... Il faut parler vraiment près du micro aussi. Effectivement, une décision politique, mais il y a une décision aussi du citoyen qui vient aussi de nous, en fait. Les changements, ils passent par nous, avant tout. Et ensuite, c'est vrai que les politiques répondent à nos interrogations, à nos envies, etc. Mais il faut vraiment que ça parte aussi des citoyens et de pouvoir, après, en faire part à nos élus. Et voilà. Après, la deuxième question, c'était est-ce que le fait de... Vous pouvez répondre? Alors, je posais la question à savoir si on peut réellement endiguer le dit problème sans le transférer ailleurs. Sans l'effet rebond, comme on dit, sans créer des effets rebonds. Donc, c'est vrai que quand on prend une décision de changement, par exemple de motorisation, il faut vraiment regarder tous les aspects et de ne pas créer un autre problème, effectivement, sur un autre secteur et ne pas avoir, effectivement...
du coup de mettre en place une zone à faible émission en Martinique, mais je laisserai du coup Madame Vigilant en parler, qui concerne notamment cette zone. Donc je vais laisser Madame Vigilant répondre à ça après. Sur la deuxième question, je ne l'avais plus tellement la radioactivité me reste en tête. Saint-Pierre. Alors, Saint-Pierre. Donc, en effet, on a fait des évaluations de qualité de l'air dans ces zones et c'est des études qu'on fait également assez régulièrement. Il est prévu en effet une mise à jour des concentrations pour 2023 dans cette zone. Donc, de réévaluer la qualité de l'air dans la zone de Saint-Pierre pour voir si justement il y a eu une évolution. Alors, on a fait pas mal de mesures en 2004, en 2012, en 2016. Et on voyait toujours un impact en effet du transport de marchandises sur la qualité de l'air et notamment sur l'entrée nord du bourg de Saint-Pierre où on voyait une augmentation des concentrations en particules fines. Donc en 2023, on refera une évaluation pour voir justement l'évolution des concentrations qui jusqu'en 2016 n'avaient pas montré de nette amélioration. Et sur la dernière, du coup, la radioactivité, le meilleur pour la fin. Alors, en effet, déjà, la radioactivité, il faut savoir qu'il y en a naturellement dans les sols. Donc, il n'est pas étonnant que quand on parle de particules minérales désertiques, on retrouve de la radioactivité. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a fait des mesures sur l'épisode de mars 2022 en métropole, le gros épisode, sur les quantités radioactives de particules qui proviennent du Sahara. Et ils ont montré en effet qu'il y avait une augmentation du césium-135 qui est retrouvé notamment dans les essais nucléaires qu'il y a pu avoir en Afrique du Nord. Mais ils ont montré que les taux radioactifs qui avaient été mesurés respectaient largement les normes pour la santé. Donc voilà les données qu'on a en tout cas sur les particules radioactives. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Ça fonctionne, on vous entend bien. Oui. Je vous en prie. Oui, bonsoir Isabelle Lise. Donc moi j'avais une question, on parle beaucoup des pollutions dues au carburant, mais il y a aussi en fait les particules qui viennent de l'usure des routes. Et du coup, est-ce qu'on travaille sur les matériaux qui composent les routes pour qu'il y ait moins d'émissions? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites aussi pour travailler sur ça? Alors peut-être Madame Vigilant, si vous avez une information concernant ce... Alors, j'ai pas l'information locale des évolutions en fait, de matériaux pour les routes, mais c'est vrai que quand on regarde des documentaires sur des technologies futures pour les routes, ils utiliseront des matériaux beaucoup moins émissifs en particules fines. Donc, mais pour l'instant, ce serait plutôt à la CTM de vous répondre, Madame Lise, sur ce sujet. Je sais pas. Parce que l'action du freinage, en fait, crée aussi une émission importante de particules fines et notamment de fer. C'est ce qu'on a pu observer dans les données que j'ai montrées tout à l'heure. On a une deuxième question, c'est ça quoi? 3 questions. Oui. On a de la chance de vous avoir. Hein. Alors, bonsoir. Rosalie Gachette, la présidente de la SOPAMA. Alors, Madame Toulon a évoqué justement avec vous le problème du nickel pour la santé des Martiniquais. Donc, nous espérons que Madame Jospélage, qui est présente, pourra nous apporter quelques éléments à ce propos. Et du fait qu'elle ait demandé, par exemple, où se situent justement ces zones de danger, ne serait-il pas possible, par rapport au fait que doit-on s'en inquiéter et peut-on agir, justement publier les endroits qui sont très impactés pour la population. Alors, la France, depuis 2020, ne cesse d'être condamnée par l'Europe parce qu'il n'arrive pas à réduire justement cette pollution. Il y a plus de 8 ans, nous avons eu une réunion comme ça à la mairie de Fort-de-France où la population demandait une étude épidémiologique pour pouvoir savoir quelle est la situation réelle du pays. Fort-de-France fait partie de la 3e ville de France à être condamnée. Est-ce qu'il ne serait pas temps de pouvoir justement prendre des mesures concrètes afin que cette population soit non seulement consultée, puisse donner leur avis et pouvoir agir en conséquence, parce qu'il est bien beau effectivement de pouvoir
expliquer ce que c'est que les particules fines, mais pouvoir agir, c'est tout autre chose, sachant que nous sommes aussi français, que nous sommes condamnés par rapport à ça. Nous avons par exemple des stations. Je souhaiterais savoir, pour les Martiniquais, qui propose les sites pour les installations des stations que vous avez. Deuxièmement, nous avons Albioma, sur la route de Trinité. Nous avons une population qui souffre de ces particules. Je sais qu'on nous a répondu que c'est à l'opérateur de pouvoir le faire. Ne pensez-vous pas que l'État serait assez fort pour pouvoir installer aussi une station aux alentours de cette usine Albioma qui brûle de la biomasse à longueur de journée et pour lequel la population n'est pas au courant? Merci beaucoup. Alors on avait une première question, si je me souviens bien, tout au départ sur les conséquences de certaines particules fines, comme le nickel. Bien le tenir droit. Il est allumé. Oui, donc le nickel déjà en termes de... le micro ne marche pas. Donc au niveau allergologique, l'exposition, le contact direct avec le nickel pose des problèmes d'eczéma. Donc ça c'est en termes de contact intime. On sait bien que on utilise beaucoup le téléphone portable. Donc il y a des normes européennes dont je n'ai pas le seuil. Oui, donc par rapport au seuil toléré et par rapport aux normes européennes, donc il y a des standardisations de la concentration de nickel par rapport aux matériaux qu'on utilise, les montres, les téléphones portables. Donc il a été démontré il y a quelques années que certains téléphones fabriqués en Chine ne respectaient pas ces normes-là. Et on avait observé une augmentation de la fréquence des eczémas, eczémas de contact notamment au visage et au niveau des mains, et par rapport à certains téléphones dont les normes européennes en termes de concentration de nickel n'étaient pas respectées. Par contre, pour le nickel en exposition en particules fines dans l'atmosphère, donc on peut penser que c'est l'exposition et l'inhalation prolongée à ce type de métal peut favoriser des lésions pulmonaires, notamment des lésions fibrosantes. Donc c'est quoi la fibrose pulmonaire? C'est une sorte d'épaississement de la trame pulmonaire, de l'architecture des poumons, qui va altérer sa performance et sa souplesse et qui va engendrer des maladies pulmonaires avec des risques de maladies pulmonaires et d'insuffisance respiratoire chronique. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, on parle aussi d'un certain risque cancérigène, mais pour le moment, je n'ai pas trop de données là-dessus. Mais bon, l'inhalation prolongée de ces particules peut entraîner des lésions pulmonaires avec des dépôts de ces métaux au niveau du tissu pulmonaire. Docteur Emmanuel Florent, ah oui, je vous en prie, on va finir avec ça. Je voulais compléter un petit peu ce que dit le docteur Florent, c'est-à-dire qu'il a surtout parlé des dangers. L'impact sanitaire, c'est un petit peu différent. Il faudrait regarder à quel niveau sont exposées les populations pour mesurer si oui ou non l'impact sanitaire existe. Faut savoir aussi que le nickel, on ne trouve pas que dans l'air. Il y en a dans les aliments, il y en a dans des choses avec lesquelles on est en contact cutané. Et donc, c'est la somme finalement de ces expositions et les niveaux qu'il faudrait regarder pour conclure sur l'impact sanitaire. Je parle bien de l'impact sanitaire, c'est-à-dire comment dans la population il y a des gens qui sont malades à cause de ça ou pas. Donc ça, pour l'instant, on ne l'a pas évalué. On peut évaluer le danger, mais l'impact sanitaire en lui-même, on pourrait commencer à le faire avec les mesures qu'a fait Madine Iner. On aurait l'impact sanitaire par inhalation, par exemple. Maintenant, il y a d'autres sources d'exposition qu'il faudrait surajouter pour évaluer l'impact total du nickel. Merci beaucoup. Carole Boulanger, on avait une question sur la localisation des stations de mesure. Alors, c'est bon ?
Alors, du coup, pour Albioma, l'usine Albioma a des obligations de surveillance environnementale qui sont exigées par l'ADEAL. Et en faisant une demande à l'ADEAL, normalement, il y a une obligation de fournir les rapports qui sont faits pour cette surveillance environnementale. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là. Normalement, c'est censé être le cas, en tout cas. Après, pour les stations de mesure, alors en fait, comment sont implantées les stations de mesure? C'est quelque chose d'extrêmement carré et défini par arrêté ministériel, arrêté d'obligation, donc les stations et par les normes européennes. Les stations de mesure, en fait, doivent être implantées en fonction du risque. Donc, il faut évaluer ce risque. Est-ce que le risque est faible? Est-ce qu'il est élevé? Est-ce qu'il est modéré? Et une fois qu'on a évalué ce risque, on regarde quelle est la population présente. Et en confrontant le risque et la population, ça donne un nombre et un type de station de mesure à implanter sur le territoire. Et ce type et ce nombre doit être implanté sur les zones les plus peuplées et avec où le risque est le plus élevé. Donc toutes les stations de mesure de Madininer ont fait cette procédure, c'est-à-dire qu'il y a eu une évaluation du risque qui a défini qu'il y avait des risques de dépassement des normes sur certains composés et qui a induit une implantation de stations avec des typologies différentes, avec des typologies de fond, avec des typologies de trafic, etc., mais qui a toujours induit cette implantation à proximité des populations qui sont susceptibles d'être impactées. Ah oui, et bien sûr, Madininer fait énormément. Donc là, c'est une surveillance, c'est la surveillance continue, mais Madininer fait également énormément de surveillance ponctuelle par des mesures qui sont faites sur le territoire, notamment sur des zones qui ne sont pas couvertes par ces stations de mesure fixes. Et toutes nos données sont disponibles sur le site internet et sont totalement consultables. Et vous pouvez également nous faire des demandes par mail et on vous transmettra l'ensemble des informations publiques sur les mesures qu'on fait de qualité de l'air sur les différents composés et sur les différentes zones. Merci beaucoup Carole Boulanger. On va avancer notamment sur cette question. Doit-on s'inquiéter? J'aurais bien aimé, monsieur Emmanuel Florent, que vous êtes allergologue, que vous puissiez nous parler de ce que vous avez pu constater au niveau de votre patientèle déjà en termes ces dernières années notamment, peut-être d'évolution par rapport à l'exposition au risque et à la pollution en particules fines. Merci. Donc, la pollution, c'est, comme l'exposé l'a montré antérieurement avec ces fines particules, s'associe à une augmentation aussi de la concentration de certains allergènes, notamment les pollens. Et on observe une sorte de mutation de la flore pollinique dans la région Caraïbe, parce que bon, il y a des allergènes émergents. Et depuis quelques temps, en fait, depuis 2-3 ans, dans ma pratique d'allergologie, je recherche aussi d'autres allergènes polliniques qui ne font pas partie de notre flore botanique de l'écologie botanique locale. Notamment, il y a l'ambroisie qui est un allergène assez violent. C'est une herbacée qui déclenche des réactions allergiques respiratoires assez importantes, notamment qui aggrave les patients asthmatiques, qui aggrave les allergies respiratoires. Et à ma grande surprise, je rencontre de plus en plus de patients sensibilisés à ce pollen, qui, pour certains de ces patients qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais quitté la Martinique et qui pourtant développent des sensibilisations importantes. Donc, on peut penser que la pollution transfrontalière nous amène des pollens venant d'ailleurs et que nous ne sommes pas à l'abri de pollens venant du Nord, de l'Amérique du Nord, et que de plus en plus de patients sont sensibilisés. Je trouve même des enfants de 3 ans qui sont sensibilisés à ce type de pollen que nous n'avons pas localement. Donc, mis à part cela, donc, la concentration pollinique devient plus importante avec les épisodes de boom de sable. Donc, on pense qu'il y a une exposition beaucoup plus importante quand il y a de fortes concentrations de boom de sable et quand il y a aussi des taux de pollution très élevés.
Donc, tous ces phénomènes concourent à une densification des polluants venant de l'émission des automobiles, du trafic automobile, et aussi une augmentation aussi des allergènes polliniques. Donc, dans la pratique clinique, ça se traduit par une augmentation par une intensification des symptômes respiratoires avec des patients qui consultent de plus en plus pour des gènes respiratoires et notamment des irritations au niveau oculaire, des irritations nasales. Et pour les asthmatiques, ça participe à déstabiliser leur asthme, quand bien même ils sont bien observants de leur traitement. Donc avec des crises plus importantes avec ce qu'on appelle des exacerbations, donc des crises de plus en plus fréquentes sur l'année, quand bien même ils sont bien observants et qu'ils prennent bien leur traitement. Après, ça reste une problématique internationale, mondiale. On parle d'ailleurs de 7 millions de décès chaque année qui seraient dus à cette exposition à la pollution aux particules fines. Madame Jospelage, est-ce que l'on pourrait peut-être refaire le point sur tous ces aspects, toutes ces maladies qui peuvent être déclenchées ou en tout cas où on va retrouver peut-être une accentuation des symptômes par rapport à l'exposition aux particules fines? Oui, je sais que, enfin, pour revenir sur les généralités, l'ARS Plateau en 2012 avait fait une étude et avait constaté une augmentation du pic d'hospitalisation, une augmentation du nombre d'hospitalisations quand il y avait un pic de pollution. Ça, c'est une étude qui est assez ancienne. Il y a une étude qui est faite en Guadeloupe en 2016, qui a été publiée en 2019, sur le lien entre les pics de pollution et la prématurité, l'augmentation du nombre de prématurés. Alors, pour parler de façon un petit peu plus générale, donc ça c'est ce qui a été fait dans la région. La grande découverte, en fait, des conséquences sanitaires de la pollution, c'est qu'elle ne se limite pas à la sphère respiratoire. Jusqu'alors, on avait toujours pensé que la pollution avait un impact sur les allergies respiratoires, sur les bronchopneumopathies et sur les cancers. Et on s'est rendu compte que la pollution avait un impact sur le système cardiovasculaire. Bien sûr, le système cardiovasculaire est très lié au système respiratoire puisque les polluants pénètrent dans les alvéoles. Mais ces polluants, surtout les particules fines et les ultra-fines, une fois qu'elles pénètrent dans les alvéoles, elles entraînent une inflammation, elles entraînent une augmentation des facteurs de coagulation qui sont responsables d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, qui sont responsables aussi d'infarctus, et que ce soit la pollution aiguë ou que ce soit la pollution chronique. Donc la pollution, et on estime que parmi les décès qui sont liés à la pollution, 60% sont d'origine cardiovasculaire. Une autre grande découverte des conséquences de la pollution, ça a été sur la femme enceinte. Ça a été vraiment une très grande surprise. Tout à l'heure, je parlais de la présence de carbone suie dans le placenta. Mais on s'est rendu compte que la pollution de la femme enceinte dès le début de la grossesse pouvait avoir une répercussion soit sur le déroulement de la grossesse avec un certain nombre de fausses couches, une augmentation des fausses couches, soit sur l'enfant à naître, que ce soit la prématurité, que ce soit la naissance avec un petit poids. Et donc ces polluants qui finalement pénètrent le placenta, ils atteignent également l'enfant et atteignent plus particulièrement le poumon, le cerveau et le foie. Ce sont les organes cibles avec un certain nombre de conséquences. On sait, alors il y a une expérience qui est assez impressionnante sur le devenir respiratoire de l'enfant à naître. Elle a été menée dans différents pays. Enfin, bon, je vais retrouver pour vous les éléments. Mais en fait, voilà, c'est une expérience avec plusieurs dizaines de milliers d'enfants, une cohorte assez impressionnante. Et on se rend compte, parce que le poumon, bien entendu, in utero ne respire pas. Et on s'est toujours demandé comment finalement ça pouvait atteindre cette fonction respiratoire. Et on s'est rendu compte qu'une femme qui respire un certain nombre de polluants donne naissance à un enfant qui n'aura pas forcément au tout début de la vie de problèmes respiratoires, mais quand on lui fait des explorations respiratoires
à l'âge de 8-10 ans, on se rend compte qu'il y a une insuffisance respiratoire. Donc cette insuffisance respiratoire, elle était latente. Elle était latente et elle a été mise en évidence par les explorations respiratoires à l'âge de 8-10 ans. Et les mécanismes que l'on évoque, ce sont des mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a une atteinte en profondeur de la transmission des gènes respiratoires qui sont impactés dans la fonction respiratoire et que ça se révèle de manière retardée. Donc cette pollution finalement chez la femme enceinte n'est pas anodine. Et l'autre point également qui est important, qui a fait l'objet de plusieurs recherches, c'est l'action sur le cerveau. Alors l'action sur le cerveau avec un focus sur les troubles du spectre autistique. Et on se rend compte que la pollution, surtout du 3e trimestre de grossesse... Là, on parle bien de la pollution en particules fines. La pollution en particules fines, oui, bien sûr. Au 3e trimestre de grossesse, a été considérée par un certain nombre d'études comme responsable de troubles du spectre autistique, aussi de manière différée. C'est-à-dire qu'on pense que l'atteinte du cerveau, et en particulier de tout ce qui fait le 3e trimestre, c'est-à-dire les connexions interneuronales du cerveau, peut être à l'origine d'un certain nombre de dysfonctionnements cérébraux qui vont se manifester par une sensibilité, une augmentation du risque d'autisme. Hein, donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment l'apport important de ces choses sur la femme enceinte avec le risque pour l'enfant à naître et pour elle-même aussi de fausse couche qui est important. Alors pour terminer là rapidement, la pollution alors chez l'adulte peut être responsable aussi d'atteintes neurologiques. Peut être responsable d'atteintes neurologiques. On a vu les accidents vasculaires cérébraux, mais enfin de troubles de la mémoire, de troubles de l'attention. Donc c'est quelque chose qui a un impact quand même global sur la santé des populations. On entend aussi de plus en plus d'études qui font le lien entre cette exposition à la pollution aux particules fines et à la prise de poids, à l'obésité. Ça, c'est quelque Alors, chose... c'est le benzoapyrène. Là. Tout à l'heure, on a parlé du benzoapyrène qui est cancérigène. Il y a eu beaucoup d'études sur le rôle du benzoapyrène sur l'obésité. Et ça, c'est certain que si on a une augmentation de cette présence dans les particules fines, on aura certainement... Maintenant, l'obésité est polyfactorielle. Hein. L'obésité est polyfactorielle, mais on sait que le benzoapyrène, il agit en inhibant la lipolyse, c'est-à-dire en empêchant la destruction des cellules graisseuses. Donc ça c'est quelque chose qui favorise l'obésité. Alors, on est en droit, en tant que citoyen martiniquais, de se poser la question à quel point est-ce que l'on est exposé à cette pollution? Parce qu'effectivement, c'est une pollution qui concerne absolument tous les pays, absolument toutes les parties du globe. Si on devait, par exemple, comparer à des mesures qu'on retrouve dans l'Hexagone ou dans d'autres régions du monde qui sont peut-être même plus développées, comment est-ce qu'on se place? L'Île-de-France qui a fait l'expérience de contrôler la pollution automobile et qui s'est rendu compte qu'il y a eu une diminution assez importante du nombre de décès liés à la pollution sur une dizaine d'années. Ils ont réduit la mortalité liée à la pollution automobile et ils ont augmenté l'espérance de vie. Bon, c'est 8 mois. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Hein, de se dire qu'on a... Enfin, ça, ce sont les calculs statistiques qui vous montrent qu'avec ces mesures qui ont été prises, on a une espérance de vie des Parisiens qui est de 8 mois supplémentaires. Et inversement, le confinement a montré une diminution importante soit des morts subites, soit des accidents vasculaires cérébraux, soit de toutes les pathologies qui ont été liées à la pollution. Donc on sait effectivement que prendre des mesures, ça peut être porteur de succès. En tout cas, de prise de conscience. Je vous en prie, c'était réagir. Donc on parlait pour la suite, la prise des mesures. Donc il y a quand même de bonnes nouvelles puisque en termes de mortalité par asthme, par exemple, le taux de mortalité en Martinique était entre 9 et 12 patients par an. Donc les dernières statistiques révèlent un taux de mortalité à la baisse. Est-ce qu'on n'est pas mieux pris en charge aussi? Est-ce que ce sont les traitements qui ont évolué ou est-ce que c'est vraiment qu'on est moins exposé? C'est un ensemble. Donc actuellement, on est à 7, on enregistre 7 décès par an.
pour l'asthme. Et alors c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Il y a de nouveaux traitements, il y a aussi la sensibilisation, les campagnes de sensibilisation, et aussi le travail qui se fait en réseau, puisque nous travaillons de plus en plus avec un réseau interhospitalier avec des médecins de ville pour permettre une meilleure prise en charge des patients asthmatiques et mettre en place le traitement le plus tôt possible pour permettre aux patients qui sont exposés à cette pollution de ne pas en subir les conséquences néfastes, et de sorte qu'en dépit de l'exposition à la pollution, ils puissent arriver à une amélioration de leur qualité de vie avec un contrôle de leur asthme ou de leur insuffisance respiratoire. Donc, il y a des réseaux qui sont en place pour cela, pour suivre les patients insuffisants respiratoires chroniques à domicile. Donc, il y a un ensemble de travail qui est fait. Donc, c'est le deuxième volet du thème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, certes, il y a l'exposition à la pollution, mais aussi il y a des mesures qu'on peut mettre en place et un travail en réseau intelligent pour permettre de mieux assister nos patients et de leur apporter les soins adaptés. Merci beaucoup. Alors, peut-être Gérard Talmancy de l'ARS, vous avez travaillé conjointement avec Madiner, avec la préfecture, sur l'établissement, le respect de ces seuils, et également pour pouvoir informer la population quasiment en temps réel, un peu comme des bulletins météo. Est-ce que vous pensez que les Martiniquais sont suffisamment informés et finalement qu'ils ont les cartes en main pour pouvoir avoir les comportements qui vont leur permettre d'être les moins exposés possible, quand c'est possible d'ailleurs? Écoutez, on peut faire un petit test. Est-ce que vous savez quoi faire en cas de pic de pollution? Ne pas aller non, mais travailler. c'est intéressant. On va prendre cette première proposition. Est-ce qu'il faut absolument rester chez soi s'il y a un pic de pollution? Donc rester chez soi, ne plus marcher? Non. Alors en fait, en cas de pic de pollution, on n'est pas obligé de rester chez soi. On peut évidemment réduire son activité physique, ne pas faire d'activité physique intense, mais on peut tout à fait sortir pour vaquer à ses occupations quotidiennes. De la même façon, est-ce que vous pensez qu'il faut totalement vous confiner votre domicile en cas de pic de pollution, par exemple? Donc là, on prend l'exemple peut-être d'un épisode très violent de brume de sable, par exemple. On va vous conseiller effectivement de quand même aérer votre domicile au moins 10 minutes s'il y a un pic de pollution. Il faut savoir que l'impact sanitaire des pics de pollution est beaucoup moins important que la pollution que vous subissez quotidiennement. La pollution chronique a un impact sur la santé qui est plus important qu'un simple pic de pollution. Donc, c'est les recommandations. Donc, il y a un certain nombre de recommandations que vous pouvez trouver. Je crois, Gaël, on avait fait des affiches. Je ne sais pas si elles sont disponibles ici, mais il y a ces recommandations-là. Elles sont disponibles sur le site de l'ARS. Donc, effectivement, en lien avec la préfecture, nous, on est responsable de la validation scientifique de ces recommandations que la préfecture diffuse en cas de recommandation, en cas de pic de pollution. Sont également en mesure d'avoir des restrictions un petit peu plus importantes lors de ces pics de pollution. Ce que j'aimerais dire également, c'est que au niveau de l'ARS, vous avez signalé ces études, mais au quotidien, nous avons un réseau de médecins sentinelles qui est capable de nous faire remonter les signaux qui pourraient être en lien avec des affections respiratoires liées à la pollution atmosphérique, que ce soit des pics ou pas. Et ces réseaux de médecins sentinelles, c'est simplement une infirmière de santé publique qui appelle quotidiennement ce réseau de médecins qui est représentatif de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Il est capable de nous faire remonter si, lors d'un pic de pollution, d'épisodes de pollution, par exemple à la brume de sable, on a un impact sur les populations. Donc ça me paraît très important. Maintenant, j'ai remarqué tout à l'heure que dans les interventions, tout le monde
réfléchissait à comment réduire l'impact d'une de nos habitudes, qui est la voiture individuelle. À l'heure d'aujourd'hui, au niveau du département de la santé environnementale, nous, on travaille plus sur ce que j'appelle la promotion de la santé dans les politiques publiques. C'est comment on peut faire en sorte de développer d'autres types de mobilité. Donc ça passe par l'aménagement, ce que j'appelle l'urbanisme favorable à la santé. Ça passe par un aménagement qui permet de développer les mobilités douces, qui permet de faire en sorte que les gens vont acheter une baguette à pied. Qu'est-ce qu'on entend par mobilité douce? Le vélo Voilà, le vélo, la marche à pied, la trottinette, que sais-je encore. En tout cas, toutes les mobilités qui ne nécessitent pas forcément d'utiliser un véhicule à moteur. Je pense que le vrai progrès, il sera là et pas dans une amélioration des routes en elles-mêmes. On a vraiment une grosse marge en Martinique sur les transports collectifs et sur aussi comment on accepte de modifier nos comportements pour aller vers ces modes de déplacement alternatifs. Ça passe également par l'aménagement. Nous, on peut aller vers les services, mais les services peuvent aussi peut-être venir à nous. Dans certaines régions, on voit que tout le monde veut aller sur le centre, par exemple, pour avoir accès à un médecin. Donc là, c'est aussi notre responsabilité de faire en sorte que l'offre médicale soit bien répartie, par exemple, sur le territoire. Donc dans toutes les politiques publiques, même si au départ, elles sont très éloignées de la question de la qualité de l'air, elles peuvent avoir un impact sur ce domaine-là, et je pense que c'est là-dessus qu'on peut gagner ces prochaines années. Merci beaucoup, Gérard Talmancy. Je vous en prie, une petite réaction. Juste faire une remarque sur... Ça marche bien. Ça marche bien. Une remarque sur les normes. Les normes sont valables surtout chez l'adulte de 60 kilos. Mais quand on rentre dans le domaine de la maternité et des enfants, ces normes ne correspondent plus. Hein. Donc, une pollution même minime chez une femme enceinte va peut-être casser l'ADN, va peut-être entraîner des modifications épigénétiques chez le fœtus. Et on sait que plus la pollution de la mer est importante, plus la pollution du placenta est importante. On a parlé du carbone suisse. Ce sont des études qui ont montré que finalement, tout est proportionnel. Hein. Plus la mer est contaminée, plus le placenta est contaminé, plus l'enfant est contaminé. Et ça commence à des doses infinitésimales. Donc, les normes, c'est très bien, mais elles ne nous expliquent pas pourquoi la fonction respiratoire à 8 ans, alors que le poumon ne respire pas in utero, pourquoi cette fonction respiratoire, elle est quand même altérée. Elle est altérée par la pollution parce qu'il y a eu des manifestations des gènes de la respiration. Donc, c'est vrai que ça ne nous arrange pas, puisque finalement, on aime bien avoir un cadre de réflexion. Je pense qu'il faut réduire et se dire qu'il y a des personnes qui sont fragiles. Et puis, la deuxième chose également que je voulais dire, c'est que le type de manifestation quand on a un pic de pollution n'est pas le même que quand on a une pollution chronique. Quand on a un pic de pollution, on peut avoir une poussée d'hypertension, on peut avoir une mort subite. On peut avoir des morts subites du fait d'un pic de pollution. Alors que quand on a une exposition chronique, on a une dégradation d'une maladie, d'une hypertension habituelle. On peut avoir aussi un infarctus du myocarde. Justement, en termes d'exposition précoce, c'est pour cela que nous insistons sur le fait de bien prendre en charge les enfants très tôt avec les troubles respiratoires, les bronchiolites, les asthmes du nourrisson. Parce que des études ont montré effectivement, comme l'a dit Josiane, que quand un enfant fait des exacerbations assez fréquentes, donc des crises d'asthme, des bronchiolites à répétition, ça augmente le risque de l'insuffisance respiratoire à l'âge adulte. Donc on fait une projection pour dire qu'on peut avoir beaucoup plus d'insuffisance respiratoire à l'âge adulte quand les enfants sont beaucoup plus exposés à la pollution et qu'ils font des bronchiolites et des crises d'asthme à répétition. Alors, une prise en charge au plus tôt peut permettre d'éviter une dégradation de la fonction respiratoire, donc de réduire le risque d'insuffisance respiratoire à l'âge adulte. En dehors de ces considérations, on a un phénomène récent, c'est le Covid.
Donc, l'infection au virus SARS-CoV-2 augmente le risque aussi de dégradation de la fonction respiratoire. Donc, on prédit qu'avec les années à venir, qu'on risque d'observer beaucoup plus d'insuffisance respiratoire. Donc, d'où l'importance de la prise en charge précoce très tôt de nos enfants qui sont atteints d'asthme, qui ont des allergies respiratoires. Donc, ce n'est pas anodin. La prise en charge doit être dynamique, précoce et intensive le plus tôt possible. Merci. Annabelle Vigeland de l'ADEME. J'aurais bien aimé qu'on fasse un point sur notamment les actions qui sont mises en place pour tenter de réduire ces émissions. Et tout à l'heure, on évoquait aussi la question des zones à faible émission. Est-ce que ce serait un projet aussi en Martinique? Est-ce que ça apporte vraiment finalement des gros changements en termes d'exposition? Pas tant que ça. Alors c'est vrai qu'à l'ADEME, on travaille sur 3 axes sur la mobilité durable. Le premier axe, c'est vraiment de travailler sur la maîtrise de la demande en déplacement. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre et d'agir sur les comportements et sur les déplacements. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup accompagné les collectivités, les entreprises dans le cadre de plans de mobilité qui permettent de se questionner en fait sur nos usages de tous les jours. Et on s'est axé sur les déplacements de domicile-travail, par exemple, qui constituent quand même la grosse partie des soucis que nous avons au niveau de la pollution, qui créent de la congestion et qu'on vit tous les jours pour aller au travail. Donc on cartographie vraiment les lieux d'habitat des salariés, on regarde ce qu'ils font pour venir au travail, qu'est-ce qu'ils font pour le repas du midi, et on va vraiment finement vraiment analyser les déplacements des salariés, par exemple. Et ensuite, il y a des plans d'action qui sont décidés. Par exemple, à l'Espace Sud, ils ont fait un plan de mobilité, administration, comme on dit, et ils ont mis en place le télétravail 3 jours par semaine maximum. Donc, avant le Covid, ils étaient déjà préparés, ils avaient déjà mis en place ce type de travail, de télétravail, par exemple. Ils ont fait des formations sur l'éco-conduite aussi, des agents au niveau des flottes de véhicules. Donc, on travaille sur tous les axes. L'aspect vraiment personnel, de savoir comment on fait pour venir au travail autrement qu'en voiture, et puis ensuite travailler sur les aspects des déplacements professionnels pour optimiser les déplacements. Donc c'est vraiment une démarche globale qui peut se faire aussi dans les écoles. Donc ça fait donc plusieurs écoles ont été déjà aussi diagnostiquées au niveau des déplacements. On va commencer à faire avec un programme qui s'appelle MOBI, une démarche pour pouvoir faire en sorte que les différents établissements scolaires puissent être mieux réfléchi en termes d'accessibilité, puisqu'on le voit, les embouteillages autour des établissements scolaires produisent de la pollution de l'air autour, et c'est vraiment une thématique sur laquelle on voudrait vraiment axer nos soutiens, puisque à l'ADEME, on soutient à la fois sur l'aspect expertise, mais aussi sur l'aspect financier. On soutient des études de ce type, et après on soutient aussi les équipements. Et on veut créer vraiment un écosystème en fait, d'une mobilité autre qu'en voiture seule. C'est-à-dire qu'on va développer les modes doux, les modes actifs. On va permettre à ce que les élèves ou les salariés puissent venir autrement et peut-être à vélo quand c'est possible. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la DEAL sur les projets de pistes cyclables et des infrastructures, des aménagements cyclables qui seront mis en place dans cette commune de Martinique. Donc les choses sont en train de bouger. C'est vrai qu'on part de loin. Quand on regarde les résultats de l'enquête ménage-déplacement qui a été faite en 2014 et qu'on voit que 0,3% des déplacements sont faits à vélo, on est bien loin de la moyenne nationale qui est à 3-4%, ou même de la Guyane qui est très avancée sur le sujet du vélo. Et donc on a vraiment une marge de progression très importante en termes de mode actif, mode doux. Après, il faut se poser des questions aussi soi-même en tant que citoyen. Et les progrès viennent à partir de nous, parce que vous-même, je pense que demain, vous n'aurez peut-être pas la même vision. Quand vous irez acheter votre pain à la boulangerie, vous poserez la question, est-ce que je peux y aller à pied? Si c'est à moins de 100 mètres, si c'est à moins de 200 mètres, est-ce que je peux y aller à pied? Est-ce que je peux finalement me garer un peu plus loin et marcher à la boulangerie plutôt que de me garer sur le passage piéton? Enfin, c'est vraiment des comportements citoyens, déjà, de respect des règles de sécurité routière de base qu'il faut vraiment pousser. Et puis ensuite travailler avec des projets. Alors effectivement, la ville de Fort-de-France, comme disait Madame de la Sopamar, elle est soumise au contentieux, parce qu'on a un contentieux avec l'Europe par rapport au dépassement pendant 4 années consécutives sur les particules fines. Et la ville de Fort-de-France a le projet effectivement de lancer son étude préalable de mise en place de la zone de faible émission, qui va étudier comment faire justement pour favoriser les modes actifs, peut-être rendre quelques rues piétonnes, et on espère le maximum, repenser la mobilité dans son ensemble, et puis prendre en compte quand même
le côté social. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire une injustice sociale en interdisant les véhicules polluants sans penser justement à aider les personnes en difficulté pour pouvoir acquérir d'autres modes de déplacement. Voilà, donc ça, c'est des choses Donc qui c'est vont démarrer. absolument pas une option, les vignettes par exemple, comme ce qu'on peut retrouver en région parisienne ou... Ce sera étudié dans le cadre de cette étude de ZFE, comme on dit. On ne peut pas donner les résultats avant l'étude, qui sont adaptés bien sûr à notre situation locale, quoi. Donc on a une question, une réaction au fond de la salle, peut-être aux axes qui sont explorés. Oui, bonjour messieurs, dames. Corinne Lecronier-Juravert, je suis professeure documentaliste. Effectivement, le vélo pose vraiment une question. Enfin, c'est un gros problème parce que moi, j'essaye de faire du vélo pour aller travailler. Je suis sur le trottoir. Je ne veux pas aller sur la route. Je ne veux pas mourir à cet âge-là. Donc, vous parlez des vélos, c'est très très bien, mais est-ce que vous pourrez être un peu plus concrète, parce que ça fait des années qu'il y a eu déjà des projets sur le vélo. Et on n'a jamais, personnellement, dans mes toilettes, j'avais un grand poster avec toutes les pistes cyclables de la Martinique. J'attendais que ça se fasse. Il y en a 2 qui ont été faites. Je sais que le pays est ce qu'il est, mais on n'est pas obligé de rouler à côté de l'autoroute. D'ailleurs, l'autoroute, moi personnellement, j'ai connu Fort-de-France, l'aéroport. Il y avait 2 pistes. Il y avait un aller, un retour. Et regardez le nombre de voies qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a des possibilités et je ne sais pas trop comment on pourra s'y prendre, enfin comment ça va se passer. Peut-être passer dans les mornes ou maintenant il y a les vélos électriques, alors c'est peut-être plus possible qu'avant, mais j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus concret parce que ça date depuis les années 90, cette histoire. Tout à fait. Ce que je peux vous dire, c'est concrètement, là en 2022, il y a 7 communes, donc je vais vous les citer. Donc il y a le Diamant, Trinité, Fort-de-France, Sainte-Anne, Anse d'Arlet, Basse-Pointe. Je crois que j'en ai cité 7. J'ai plus. Enfin, en tout cas, il y a 7 communes qui vont vraiment se lancer dans la construction et dans la rénovation des pistes existantes et travailler sur la continuité cyclable justement, parce que bien souvent, on voit des pistes cyclables qui apparaissent, mais elles sont réglementaires parce que quand on refait une route, c'est obligatoire de faire une piste cyclable. Donc, il y a des petits morceaux de piste. Donc ça, il y a un travail qui va être fait, en tout cas dans cette commune-là. Il y a le CACEM qui va lancer son schéma directeur des modes actifs, c'est-à-dire travailler sur les 4 communes du centre sur comment mettre en place justement des modes doux et dans les 4 communes. Nous, on fait régulièrement des appels à projets à l'ADEME pour pouvoir accompagner des collectivités volontaires sur des sujets, puisqu'on travaille sur tout ce qui est en dehors de la réglementation. Donc, toute commune volontaire à aller au-delà de la réglementation, on les aide. Donc, on fait des appels à projets régulièrement. On a actuellement une enveloppe de 3 millions d'euros depuis 2019 sur le contentieux européen pour permettre de faire des actions en Martinique. Eh bien, c'est vrai que voilà, on est en train de travailler à trouver des projets qui peuvent amener à une amélioration concrète de la qualité de l'air. Et après, on travaille avec la CTM aussi, avec les différentes communes, la CTM sur ces sujets-là, DEAL qui œuvre énormément sur ces sujets-là. Et nous, ce qu'on va faire, c'est créer l'écosystème. Donc, quand on parle de vélo, à chaque fois, on me dit qu'on va transpirer. Donc, c'est vrai qu'on va favoriser le vélo électrique. On va peut-être mettre des douches dans les entreprises. En fait, il faut vraiment créer un système qui permette de favoriser le vélo, puisque la voiture, il y a un écosystème qui s'est créé depuis des années. Et ça prendra du temps. Et la Hollande, en fait, quand ils ont commencé leurs travaux sur le vélo, c'était en 1973, pendant les pics pétroliers. Et ça a pris des années avant que ce soit dans leur culture. Donc, ce n'était pas dans leur culture au départ. Donc, il faut être patient. Les choses avancent quand même. Et on espère que ça va avancer encore plus, puisque depuis 2018, on a vraiment des fonds dédiés à la mobilité active, le vélo en particulier. Et la France a des objectifs de passer de 3% à 9%. Et nous, on part de 0,3%. Donc, on part de très loin. Mais je pense qu'il y aura des améliorations. Je ne peux pas vous répondre sur l'autoroute. C'est vrai que plus on fait des routes et plus il y a de la congestion, ça c'est clair. D'accord. Alors, c'est vrai que prendre le vélo pour venir sur Fort-de-France, il faut être vraiment courageux. Alors, effectivement, on voit qu'on demande beaucoup à la population. Mais c'est vrai que si l'Europe est revenue vers la France et l'a condamnée, c'est parce que 58 000 personnes, nous aimons bien parler de chiffres, nous, à la SOPAMA, 58 000 personnes meurent de pollution en France. Alors, je vois qu'aujourd'hui, on dit comment on peut agir. Il y a des solutions, mais il faut aussi que les politiques se mêlent, parce que c'est une question de politique.
Nous avons des usines en Martinique, il faut être sérieux, nous avons des usines qui polluent à longueur de journée, toute l'année. Pourquoi? Parce qu'elles ne respectent pas le taux de pollution normalement réglementaire. Nous allons souvent au tribunal pour les faire condamner. Ces usines n'arrivent pas à respecter le taux de pollution. Que ferait le préfet si, pendant les pics de pollution, justement, avec Madininer, en avertissant à l'avance, de demander à ces usines qui polluent et qui tuent la population de fermer pendant la période de pic de pollution. Ça permettrait au moins de diminuer, je crois quand même à 70% cette pollution que nous avons tout le temps. Ce sont des sujets qu'il faut relever, mais malheureusement, la France ne veut pas le faire parce que c'est une question d'économie aussi. Eh bien voilà, donc nous n'allons pas nous en sortir à ce stade-là, puisque je vous dis que ça fait plus de 15 ans qu'on cherche des solutions. La France est toujours condamnée et on n'arrive pas à avancer. Et on demande toujours que ce soit la population qui... mais voilà, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on a éventuellement une réaction par rapport à cette... Oui. Stéphane Gandard, je vous en prie. Bon, je ne suis pas du tout le préfet. Directeur de Madininer. Oui, pardon, directeur de Madininer. Je ne suis pas du tout le préfet, évidemment, mais dans l'arrêté mesures d'urgence qui existe aujourd'hui et qui fait une fois qu'il y a des pics de pollution, il y a une liste de tout un tas d'actions possibles sur tout un tas de secteurs possibles que le préfet est en droit de mettre en place pour lutter contre les pics de pollution. Et la diminution de l'activité notamment des plus gros industriels émetteurs fait partie, par exemple, de ces différentes options possibles. Donc il a dans sa main, en tout cas, tout un tas d'options possibles et il n'y a que lui qui peut décider de le faire ou de ne pas le faire. Merci beaucoup. Oui, Madame Jospelage. Est-ce que le boucanage ne contribue pas aussi à augmenter les particules fines? Est-ce que vous avez... Ah oui, parce qu'on a du boucanage sauvage maintenant. On a du boucanage qui apparaît à chaque coin de rue. Et non seulement vous avez les particules fines, puisque c'est de la biomasse, mais vous avez aussi du benzoapyrène, puisque ce sont des graisses qui sont très cuites. En fait, la peau des ribs, le benzoapyrène apparaît avec les graisses très, très cuites, carbonisées. Donc finalement, on a la double peine avec ce boucanage sauvage. Et là, peut-être qu'il y a une réflexion aussi à avoir en tant que citoyen, parce qu'il y en a de plus en plus maintenant, hein, et dans les carrefours routiers souvent. Mais est-ce qu'on en est conscient au niveau personne n'en parle, en fait. Population? C'est que personne n'en parle. Risque. En tout cas, ce que je peux vous répondre, toujours Stéphane Gandard, ce que je peux vous répondre, c'est qu'on a eu des cas, des précédents dans les années passées avec Madininer, et notamment à Dillon. Nous avions une station de mesure qui était effectivement avec des pics en particules absolument énormissimes tous les samedis et tous les dimanches, jusqu'à ce qu'on finisse par évidemment se rendre compte assez vite qu'il y avait effectivement ce boucanage juste à côté de la station, et ce qui faisait des pics qui étaient vraiment non négligeables, très hauts. Et on a travaillé avec la ville de Fort-de-France à l'époque pour en tout cas bien faire comprendre les comportements, etc. Enfin, c'est pas facile, hein. On est sur une activité coutumière, etc., qui est quand même qui est une image aussi que les gens aiment parfois, et du coup c'était pas évident de faire comprendre que ces pics étaient très importants, et on a pu faire déplacer en tout cas le point là. Après je suis d'accord avec vous que c'est une source de particules éminente. Surtout que ça se multiplie. À un certain moment, on en avait sur la route des plages dans le sud uniquement. Et maintenant, on en a en plein centre-ville. Vous en avez partout. Et le benzoapyrène, c'est le cancer, c'est l'obésité. Bon, l'obésité, c'est un gros problème aussi chez nous, hein. C'est un gros problème chez nous. Et nous avons encore les particules fines. Donc, je crois qu'il y a une réflexion économique aussi et sociale à avoir pour ne pas le tolérer, en tout cas de manière aussi sauvage, quoi.
Vert aussi, hein, qui est quelque chose qui est beaucoup fait par certains et qui est normalement interdit. Et donc, il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont menées à Madininaire avec les collectivités pour justement cette prise de conscience et limiter l'usage du brûlage de déchets verts. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais poser une question aux scientifiques qui sont présents. Est-ce que rouler à l'éthanol, compte tenu des distances très réduites que nous avons en Martinique, hein, c'est jamais que 50 km sur 25, c'est pas très grand, est-ce que rouler à l'éthanol ne serait pas plus propre pour l'environnement, hein? On pense souvent à la voiture électrique, mais l'éthanol comme carburant, pourquoi on n'a pas cette option dans les stations-service? Est-ce qu'il y a une volonté de rouler plus propre ou est-ce qu'on va continuer à jouer à l'industriel qui importe du brut pour une si petite île qui a une station pour raffiner? Mais franchement, je ne sais pas, mais on est une petite île, mais on continue avec la banane, on sait très bien que c'est un problème. C'est pas une production locale, hein. Ça demande, c'est comme si on permettait à une certaine catégorie de personnes de fonctionner avec les petits acquis d'avant, mais on sait très bien que ce n'est pas profitable pour la majorité. Quand on parle de service public, quand est-ce qu'il y aura une réflexion faite sur vraiment notre santé? Voilà. Est-ce qu'on peut rouler plus propre? Et de même que si je vais en location, je prends une voiture de location en France, quand je vais en France, je peux choisir E98. Pourquoi ici, c'est soit gazole ou super, voilà, ou alors l'essence qui a été modifiée pour les personnels qui travaillent dans la pêche. Voilà, je vous remercie. Oui, au niveau de l'ADEME, est-ce que ce sont des pistes? Alors, en fait, la question de l'éthanol pose la question aussi d'utilisation des sols, puisque ou en tout cas cultiver de la biomasse suffisante pour pouvoir subvenir aux besoins, même si on a optimisé effectivement nos modes de déplacement. Donc c'est l'utilisation des sols. Est-ce qu'on ne le garde pas plutôt pour manger? Donc ça, c'est la question. Et après, c'est vrai que la stratégie, c'est plutôt de développer plutôt les énergies renouvelables avec le solaire pour recharger des véhicules, par exemple, électriques, mais qui soient le plus léger possible, avec des batteries pas trop grandes. Enfin, il y a vraiment un choix à faire en termes de véhicules et pas aller vers des gros SUV qui vont avoir des grosses batteries, qui vont avoir une dette carbone, comme on dit, élevée au démarrage de sortie d'usine. Hein. Donc c'est vrai, après c'est plutôt favoriser, bien sûr, le transport en commun. Essayer d'améliorer l'efficacité du transport en commun, le covoiturage, développer vraiment un bouquet de solutions. Mais je sais qu'à la SARA, ils mélangent un peu quand même un peu d'éthanol, mais il faudrait avoir quelqu'un de la SARA pour expliquer techniquement pourquoi ils ne peuvent pas nous proposer effectivement du SP98. Et la SARA est en train de réfléchir justement à reconvertir et à travailler sur l'hydrogène aussi à base d'énergie renouvelable, de biomasse. Bon, donc ça, c'est des réflexions en cours. Mais c'est vrai que l'éthanol, à l'heure actuelle, n'est pas la solution qui est privilégiée dans le futur. Ouais. Je ne suis pas un expert dans la matière, moi c'est plutôt la santé, mais ce que j'ai pu avoir comme information, c'est que même l'électrique a un avenir très court, bien que l'État de la Californie ait proposé qu'en 2035, il n'y ait que des véhicules électriques et que notre président vient d'annoncer que peut-être en 2034, on sera qu'à l'électrique. Il y a déjà beaucoup de réserves sur ces options-là parce que, un, il n'y a pas assez de bornes, deux, l'électricité augmente avec la crise actuelle ukrainienne. Donc, on est en train de voir que l'électricité qui était moins chère que l'essence d'ici 2-3 ans peut encore augmenter. Donc, c'est pas non plus l'avenir. Donc, l'avenir serait plutôt l'hydrogène, d'après ce que j'ai compris. Donc, espérons qu'on va aboutir à développer l'option hydrogène de plus en plus pour révolutionner le transport en commun, le transport public. Donc, on va prendre une dernière question dans l'Assemblée avant de conclure avec nos panélistes. Bonsoir, Kaby. Ma question est pour le docteur Florent. Quelle corrélation y a-t-il entre niveau de défense militaire et ARJ? Est-ce que si on a beaucoup de défense On n'a pas bien entendu, pardon? Quelle corrélation y a-t-il entre défense militaire et ARJ?
est-ce que si on a beaucoup de défense immunitaire, on a moins d'allergies ou inversement? Et une autre question, M. Talmensi, je pense que pour nous modifier nos déplacements, nos problèmes de déplacement, il faut absolument que les axes routiers soient faits pour ça. Il faut qu'on puisse se déplacer en toute sécurité. Moi, j'habite à 800 mètres du bourg. J'aimerais bien aller des fois le samedi au bourg à pied, mais c'était possible. On est en danger en permanence. Donc, pour nous demander de changer nos modalités de déplacement, il faudrait déjà que les axes routiers soient en toute sécurité. Et moi, je propose quelque chose, c'est que chaque commune, on impose à chaque commune de faire un axe routier de façon à ce que si chaque commune se met à faire ce travail-là, eh bien, la Martinique aura un axe routier pour que le vélo puisse se faire, ou les déplacements à pied peuvent se faire de façon naturelle. Merci pour la question. Donc, l'allergie, c'est quoi? C'est une réaction immunitaire inappropriée, exagérée, surdimensionnée par rapport à une réalité de l'environnement. Donc, l'organisme développe des mécanismes, des stratégies pour réagir à des substances de son environnement qu'il a identifiées comme potentiellement nuisibles. Donc, il développe une réaction d'adaptation inappropriée, surdimensionnée, exagérée par rapport à son environnement, qui se traduit dans les faits par une réaction inflammatoire, donc inflammation des voies aériennes, inflammation digestive quand il s'agit d'allergies alimentaires et inflammation cutanée quand il s'agit de la peau. Donc, c'est une immunité surdimensionnée, exagérée, inappropriée. Voilà la relation qu'on pourrait établir entre les deux. Merci beaucoup. On avait une question aussi pour Monsieur Talmensi. C'était pas vraiment une question, c'était plutôt une remarque sur la difficulté de suivre ma préconisation de marcher à pied. Remarquez que j'ai d'abord parlé d'aménagement. Effectivement, il faut d'abord prévoir des aménagements qui soient favorables à la marche à pied, au vélo. La collègue en a parlé. Il y a des projets qui vont en ce sens. Bien sûr, il n'est pas question, enfin moi je ne conseillerais pas à ma mamie de marcher à Fort-de-France avec des trottoirs où elle risque de tomber dans un canal et de se casser le pied, effectivement. Mais aujourd'hui, on sait aménager de manière à favoriser ces mobilités douces. Et on peut même aller plus loin, on peut aménager de manière à rendre plus agréable un déplacement à pied que de prendre sa voiture et de sortir. Donc il y a des techniques, les urbanistes, les architectes savent faire ça, mais c'est des décisions politiques qui vont ou pas dans ce sens. Alors, est-ce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui aimeraient conclure? Je pense qu'on peut peut-être... C'est vrai que par rapport à cette problématique, on se sent en tant que citoyen souvent impuissant. Donc peut-être que vous pourriez nous faire un petit rappel des bons gestes que l'on peut observer quand on est face à un épisode de pollution qui est plus important, ou alors même au quotidien, peut-être certaines choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui pourraient éventuellement nous protéger davantage. Déjà au niveau citoyen, donc être vigilant dans son environnement immédiat, dans son voisinage, combattre les pratiques de brûlage de végétaux, de brûlage de déchets domestiques. Ça, je pense qu'on devrait tous s'y mettre. Et c'est l'une des préoccupations de la population à chaque fois qu'on fait des interventions de sensibilisation. Cette question revient souvent au premier plan. Donc, la lutte citoyenne contre des comportements qui sont encore inacceptables, de brûler des déchets domestiques à domicile et qui peuvent mettre en danger la vie des asthmatiques, des insuffisants respiratoires, des personnes cardiaques dans le voisinage. Et deuxièmement, sur le plan collectif, participer aussi à réduire autant que possible les émissions, tant chez soi qu'à son travail. Et puis, de manière un peu plus globale, en ce qui me concerne comme professionnel de la santé, on a les outils, les mesures qui sont affinées et qui nous donnent le reflet des particules fines dans notre environnement. L'étape qui suit et l'étape qui devrait être parallèle, c'est aussi de lancer des études pour mieux comprendre la prévalence de certaines pathologies, les troubles du spectre de l'autisme qui ne sont pas négligeables chez nous et qu'on aimerait comprendre pourquoi cette fréquence est assez de plus en plus importante, le nombre de maladies de Parkinson qui augmente dans notre région, le nombre de cas de leucémie inexpliqués qui surviennent brutalement et
qui sont observés de plus en plus par nos confrères, le nombre de cancers pulmonaires chez les non-fumeurs qu'on observe. Donc, il est important, à côté de ces mesures de l'environnement, et d'étudier aussi la prévalence de ces maladies-là, maladies neurovégétatives, les troubles du spectre de l'autisme, et puis les cancers pulmonaires et les leucémies, pour qu'on puisse au moins essayer de voir quelles corrélations éventuelles ou pas qui peuvent y avoir, mais tout au moins comprendre pourquoi on a une augmentation de ces fréquences de certaines pathologies. Merci beaucoup. Madame, oui. Écoutez, s'il faut conclure, c'est rappeler l'importance du sport, le sport en prévention, hein, pour améliorer l'état cardio-respiratoire de base, hein, qui va permettre de faire face à des accès de pollution de manière un peu plus appropriée. Et même en cas de pollution, finalement, on recommande de continuer à faire du sport parce qu'on considère que dans la balance bénéfice-risque, le sport apporte plus que le risque qu'il apporte d'augmenter l'entrée de polluants dans l'organisme. Donc je crois qu'il faut effectivement avoir une bonne hygiène de vie, puisqu'on ne va pas régler le problème de pollution très très rapidement, c'est dans le long terme. Et cette bonne hygiène de vie, c'est la meilleure précaution qu'on peut avoir contre les effets, les impacts sanitaires de la pollution. Je conclue aussi. Oui, si vous souhaitez rajouter quelque chose, je vous en prie. Non, peut-être pas rajouter, simplement peut-être remercier Madinière pour la réunion d'aujourd'hui. Je voulais aussi signaler qu'on a plusieurs actions en collaboration avec Madinière. Je crois que dans l'exposé tout à l'heure, on a signalé l'expérience des capteurs citoyens. Je vois qu'il y a des collègues de l'université qui travaillent sur cette action et qui sont là. C'est une manière pour nous aussi d'impliquer les Martiniquaises et les Martiniquais dans la compréhension, hein, de leur exposition à la pollution de l'air, et puis de regarder comment ils se comportent. Nous, ça nous permet aussi d'adapter nos politiques publiques, et puis peut-être d'améliorer, hein, ce qu'on fait en termes de recommandations pour les populations. Les collègues ont signalé également l'étude sur les pollens et les moisissures. Peut-être que ça va aboutir à un calendrier pollinique et puis à une surveillance pérenne au niveau de la Martinique. Donc on soutient ça également. Et puis c'est un sujet un peu différent, mais sur les sargasses aussi, il y a des choses qui sont en cours. Malheureusement, peut-être que les populations ne voient pas toujours tout de suite l'effet de ce qui peut être réalisé. Il y a vraiment des gros efforts. Et comme il y a des associations dans la salle, je voulais signaler quand même qu'on est en train d'évaluer ce que nous avons fait dans le cadre du plan régional santé-environnement 3, où il y avait beaucoup d'actions sur la qualité de l'air. On va démarrer les travaux pour le PRSE 4, et les associations, les collectivités doivent être partie prenante, l'université doivent être partie prenante de ce plan. Je sais qu'il y a beaucoup de plans, qu'il y a beaucoup de travail un peu administratif, mais c'est important que nous, ça nous aide, y compris à l'ARS, parce qu'une fois que, même si ça vient des citoyens, mais qu'on l'a mis dans le plan, au moins on le fait, on peut se battre pour avoir des moyens pour le faire. Donc j'incite les associations, les collectivités, les universités à participer aux travaux qu'on va lancer pour l'élaboration de ce plan. Voilà, merci. Je crois que l'essentiel a été dit, mais c'est vrai que je mettrai l'accent effectivement sur l'activité physique, de toujours se poser la question si on peut y aller à pied, d'y aller à pied, de si on peut le faire à vélo, le faire. J'ai quelqu'un dans la salle qui vient de Lens-Alane et qui travaille à Fort-de-France, qui vient à vélo, donc par le bateau. On trouve toujours des solutions quand c'est possible, mais bon, en tout cas, on va travailler beaucoup avec les collectivités pour justement améliorer tout ce qui est aménagement et équipements, services qui vont autour, notamment des modes actifs. Et pendant toute l'année 2023, on va continuer à travailler, à faire des appels à projets au niveau des communes, au niveau des entreprises aussi, qui sont aussi responsables d'améliorer l'accessibilité de leur entreprise par les salariés. Et on va travailler beaucoup sur les écoles, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Parce que je vois trop souvent justement d'écoles pas adaptées du tout à une accessibilité en sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a des infrastructures à faire, il y a des trottoirs à faire. On est frustrés, je comprends votre frustration dans la salle quand les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le veut. Mais on est patient et on y croit surtout, parce que les choses vont, j'espère, aboutir à des choses concrètes. On se revoit en 2023 et on en reparlera, j'espère. Et pour conclure pour Madininer, Madininer continue ses actions, ses mesures, cette expertise de qualité de l'air sur le territoire, les actions qu'on peut avoir pour sensibiliser le public, les politiques publiques à la problématique de la qualité de l'air. Et puis également être des outils d'aide à la décision pour faire changer, pour améliorer la qualité de l'air sur notre territoire et sur les différents paramètres qui sont liés à la pollution de l'air, que ce soit aussi bien sur les particules, mais sur d'autres sujets comme les sargasses, comme l'a dit M. Talmancy. Et donc, nous, on continue nos actions, notamment aussi avec des médecins, chercheurs, pour améliorer les connaissances sur l'impact sanitaire de cette pollution atmosphérique en Martinique et de nos spécificités aussi qu'on peut avoir sur les Antilles. Merci beaucoup. Merci. Ah, vous m'entendez ? Il aura tenu presque jusqu'à la fin. Merci pour votre présence ce soir, pour vos nombreuses questions. C'était bien, c'est encore mieux. Donc cette table ronde touche à sa fin. Je pense qu'on peut aussi applaudir les intervenants qui ont accepté de nous donner de leur temps. Si vous le souhaitez, un cocktail est servi juste au fond de la salle. Ce sera aussi une manière de prolonger un peu ce temps d'échange de manière un peu moins informelle sur cette problématique qui est si importante et qui nous touche tous. Donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci à tous et surtout merci à Hélène Sérignac pour l'animation de cette table ronde. Il fallait quand même le saluer. Et donc on vous invite, si vous souhaitez prolonger ce débat, à prendre un verre. Merci.